La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire IP Box à la française, un levier pour stimuler l'innovation. Je suis Delphine Cabrol, chef de projet marketing chez Heming et j'aurai le plaisir d'administrer ce webinaire aujourd'hui. Ce webinaire se déroule dans des conditions particulières car tous nos intervenants sont à distance. Cette conférence en ligne durera une trentaine de minutes et nous prendrons 10 minutes à la fin de la présentation pour répondre à vos questions. J'en profite pour vous indiquer que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez par l'intermédiaire du module questions qui se situe en bas à droite de votre écran. La présentation vous sera envoyée par email à la suite du webinaire. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter nos deux intervenants du jour. François-Xavier Pic, fiscaliste chez Heming. Bonjour François-Xavier. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Ainsi que maître Éric Quentin, associé du cabinet Hoche Avocat. Bonjour maître. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Je vous propose maintenant de vous présenter l'agenda de notre webinaire. Nous commencerons par vous donner un aperçu de la loi de finances 2019 concernant le régime fiscal des brevets, puis nous vous présenterons le dispositif avec son champ d'application, les obligations réglementaires, son calcul et les spécificités du dispositif lorsque vous êtes un groupe intégré fiscalement. Puis, pour terminer, nous ferons une rapide synthèse du dispositif. Je laisse maintenant la parole à maître Éric Quentin pour débuter ce webinaire. Éric, c'est à vous. Merci Delphine. Alors effectivement, la loi de finances pour 2019, qui vient d'être récemment commentée sur ce point par l'administration fiscale de manière définitive, a modifié la donne en ce qui concerne le régime fiscal des droits portant sur les brevets et assimilés. Jusqu'au 31 décembre 2018, en fait, on avait un taux d'imposition préférentiel, c'était le régime des plus-values à long terme qui s'appliquait, avec un taux de 15%. Mais ce régime ne conditionnait pas, notamment le bénéfice du taux réduit, à la localisation des dépenses sur le territoire français. Ce qui faisait qu'il a été considéré comme contraire au droit de l'Union et notamment à l'action 5 du plan BEPS qui était destiné à lutter contre les pratiques fiscales dommageables. La loi de finances pour 2019 a donc totalement refondu le dispositif en le soumettant à des conditions plus strictes, mais en l'élargissant également par ailleurs à d'autres acteurs, nous y reviendrons. Et à compter du 1er janvier 2019, ou plus exactement pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, nous avons un taux préférentiel de 10% d'IS qui s'applique pour les actifs qui sont développés à partir de travaux de R&D, notamment au sens du crédit d'impôt recherche. Alors, l'objectif de ce dispositif est de favoriser les entreprises qui engagent des dépenses de recherche sur le territoire français. En d'autres termes, le bénéfice du taux réduit est réservé aux entreprises qui établissent ces dépenses sur le sol français. L'esprit du dispositif, c'est qu'il est calculé par rapport au montant des dépenses de recherche engagées sur le territoire. Et ce dispositif peut s'avérer particulièrement complexe dans certaines situations. C'est pourquoi il nécessite une double compétence fiscale et scientifique. François-Xavier va maintenant vous présenter plus en avant les actifs qui sont visés par ce dispositif et son champ d'application. Bonjour à tous, rebonjour. Merci Eric. Donc en effet, nous allons voir que le champ d'application du nouveau dispositif est étendu par rapport au dispositif précédent. Donc pour commencer, nous allons identifier quels sont les actifs éligibles au dispositif. Si vous disposez de ces actifs et que vous avez des revenus qui sont issus de ces actifs, vous allez pouvoir opter pour le dispositif tel qu'il existe depuis donc la loi de finances 2019. Donc sont éligibles les actifs concernés par ce dispositif sont les brevets et les procédés de fabrication industrielle. Donc, dès lors que vous avez des revenus issus de ce type d'actifs, vous allez pouvoir opter au dispositif. Les certificats d'obtention végétale, les inventions dont la brevetabilité a été certifiée par l'INPI pour les PME et sous conditions. Donc là, en l'occurrence, c'est une démarche. Il n'y a pas de démarche spécifique à faire auprès de l'INPI. Il n'y a pas d'enregistrement de brevet à faire. Votre actif ne fait pas l'objet d'un brevet, mais sa brevetabilité a été confirmée par l'INPI. Et vous allez, si vous avez des revenus issus de cet actif, vous allez pouvoir bénéficier du dispositif si vous êtes une PME au sens communautaire. Et la nouveauté de ce dispositif est que les logiciels protégés par droit d'auteur sont éligibles à ce dispositif.
Alors précisément, François-Xavier, quels sont les logiciels dont il s'agit? Alors, en effet, la doctrine administrative a précisé les choses, puisqu'il est vrai que les logiciels protégés par droit d'auteur sont des logiciels qui n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'INPI. L'administration fiscale a donc dû préciser les choses pour indiquer quels logiciels pouvaient être concernés par cette imposition à taux réduit. Donc, l'administration fiscale a dans sa doctrine administrative indiqué qu'un logiciel s'entend de l'ensemble des instructions, programmes, procédés et règles, ainsi que de la documentation et du matériel de conception préparatoire qui leur sont éventuellement associés, relatifs au fonctionnement d'un outil de traitement de l'information. Il est caractérisé par des éléments incorporels, incluant les programmes nécessaires au traitement de l'information et leurs évolutions, ainsi que d'éventuels éléments corporels servant de support aux éléments incorporels. Donc, dès lors que vous avez des logiciels qui répondent à ces conditions, vous n'avez pas de formalité à accomplir auprès de l'INPI et votre logiciel sera protégé par droit d'auteur et dès lors éligible au dispositif. Alors, quelles sont les opérations et la nature des flux concernés? Alors, en effet, merci Eric. Une fois que vous avez identifié que vous avez des actifs dont les revenus vont pouvoir être concernés par le dispositif, il conviendra de repérer les opérations éligibles, quel type de revenus vont pouvoir être imposés donc au taux préférentiel de 10% par rapport au taux de droit commun de 28 ou de 33%. Donc, sont éligibles effectivement les actifs faisant l'objet d'une cession, ou d'une concession ou sous-concession. Dès lors que vous avez des revenus qui répondent donc à ces définitions-là, vous allez pouvoir leur appliquer le taux préférentiel. Vous allez pouvoir opter pour le dispositif pour ces revenus-là et bénéficier du taux préférentiel sous condition. On va voir le mode de calcul par la suite. Vous allez pouvoir bénéficier du taux avantageux de 10% par rapport au taux de droit commun de 33 ou de 28%. Donc, il s'agit d'un dispositif optionnel. C'est-à-dire qu'une fois les actifs et les revenus identifiés, il va falloir opter pour le dispositif. Le régime de l'article 238 est en effet un régime optionnel. Donc, le choix effectué par l'entreprise, d'opter ou non, est un choix de gestion qui est opposable à l'entreprise. L'option s'exerce au sein de la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel elle est exercée. Donc, le principe est que la société va devoir opter par actif. C'est-à-dire que vous allez identifier donc les actifs éligibles et la société va devoir choisir d'opter ou non pour ce dispositif et donc d'appliquer le taux préférentiel après le calcul que nous allons vous présenter sur les revenus du dit actif, et il faudra répéter cette opération pour chaque actif éligible. Pour cela, il va falloir que la société soit suffisamment structurée, c'est-à-dire qu'elle ait suffisamment individualisé les dépenses de recherche qui sont liées au dispositif, nous allons le voir par la suite, mais également les revenus qui sont liés à chacun des actifs. Si la société n'a pas suffisamment une granularité d'informations assez fine pour pouvoir identifier les revenus éligibles par actif, il sera possible, sur autorisation de l'administration, il faudra en faire la demande, sur autorisation de l'administration, il sera possible d'opter par famille d'actifs. Donc, il faudra indiquer à l'administration qu'on n'est pas en mesure d'opter par actif et donc de faire des regroupements, de faire masse des différentes dépenses de recherche et des différents revenus et de calculer l'avantage fiscal par groupe ou famille d'actifs. Et donc, une fois qu'on a fait cette opération, on applique le taux préférentiel. Donc, soit par actif, c'est le principe, et par exception, par famille d'actifs. La seule obligation étant d'avoir une méthode qui soit permanente, c'est-à-dire si on opte pour une famille, on ne pourra pas changer l'exercice suivant. Également, l'exercice de l'option n'est pas révocable, c'est-à-dire qu'une fois que l'on a opté pour un actif ou pour une famille d'actifs, dès lors que la société décide pour un exercice postérieur de sortir de l'option, elle ne pourra pas réopter les années suivantes. Donc, le caractère de l'option est irrévocable. Donc, je vous repasse la main, Eric, puisqu'effectivement, une obligation documentaire est obligatoire à tenir à disposition de l'administration fiscale.
Oui, et cette obligation, merci François-Xavier, est proche, pour ceux qui sont actifs dans un contexte international, elle est proche de la documentation qui est exigée en matière de prix de transfert. Cette obligation documentaire, elle résulte d'un nouvel article L13BA du livre des procédures fiscales, et comme vous le voyez, eh bien, il y a une matrice qui va devoir correspondre à la description générale des activités de recherche et développement de l'entreprise, la liste et la description détaillée de chacun des actifs ou familles d'actifs, comme vient de le dire François-Xavier, éligibles, la présentation du ratio Nexus, on y reviendra, et de son suivi pour chaque catégorie d'actifs ou de famille d'actifs, la détermination des résultats nets imposables au taux réduit et, ce qui est très important en pratique, la présentation et la justification de la méthode de répartition des dépenses et des frais généraux entre les différents actifs concernés, parce que comme vous l'a expliqué François-Xavier, il y aura autant d'options possibles que d'actifs éligibles ou de familles d'actifs éligibles. Alors cette documentation, elle doit être contemporaine, présentée sur un format électronique, des fichiers PDF auprès de l'administration fiscale, qui pourra devoir faire des opérations de tri, de classement, etc. Et elle devra être actualisée autant que faire se peut. Donc on insiste bien puisque cette obligation est peut s'avérer assez lourde en pratique pour les entreprises qui auront exercé beaucoup d'options pour ce régime en fonction de la nature des actifs qu'elles possèdent et qui sont éligibles à ce dispositif. Et merci Eric. Y a-t-il des sanctions prévues en cas de non-respect de cette obligation documentaire ? Oui, alors l'administration dans sa doctrine précise que si on s'abstient de suivre des dépenses de R&D, on perd le bénéfice du régime de faveur pour les actifs ou familles d'actifs correspondantes. Et surtout, en cas d'insuffisance documentaire, la loi prévoit une amende égale à 5% des revenus qui ont été imposés en application du régime spécial et qui sont tirés du ou des actifs concernés par l'insuffisance documentaire. En d'autres termes, si vous avez des actifs pour lesquels la documentation est complète et pertinente, il n'y aura pas d'amende. Par contre, si vous avez d'autres actifs pour lesquels la documentation est insuffisante, eh bien, l'amende s'appliquera aux revenus tirés de ces actifs pour lesquels la documentation est insuffisante. Très bien, merci beaucoup Eric. Et du coup, pouvez-vous nous présenter le mode de calcul de cet avantage fiscal ? Oui, alors l'avantage fiscal se détermine en 3 étapes successives. Dans une première étape, il va falloir déterminer quels sont les revenus nets qui sont susceptibles de bénéficier du régime d'imposition au taux réduit. Donc on va prendre les revenus bruts des actifs que vous avez évoqués, François-Xavier, auxquels on va soustraire les dépenses de R&D engagées sur l'année, c'est-à-dire les rémunérations principalement, les dépenses de sous-traitance dans certaines conditions, les frais de prise de maintenance de brevets, les coûts directs, etc., etc. Donc ça, c'est la première étape. Et bien évidemment, en ce qui concerne les dépenses de R&D, si elles sont éligibles par ailleurs au bénéfice du crédit d'impôt recherche, eh bien bingo, on a droit à la fois au dispositif spécial et au bénéfice du CIR sur les dépenses de R&D éligibles. On peut cumuler les deux avantages. Une fois qu'on a déterminé ce revenu net, on va appliquer le fameux ratio Nexus. Alors le ratio Nexus, c'est quoi? Ce sont au numérateur les dépenses de R&D réalisées directement par l'entreprise ou externalisées auprès d'entreprises non liées, avec une majoration de 130%. Et au dénominateur, on va prendre les sommes portées au numérateur, plus les dépenses externalisées auprès d'entreprises liées, plus les coûts d'acquisition des actifs correspondants. Sachant qu'il y a une tolérance de l'administration fiscale sur les refacturations, sur les dépenses externalisées auprès d'entreprises liées qui sont refacturées sans marge. Si toutefois l'entreprise considère que ce ratio Nexus n'est pas pertinent et il n'est pas représentatif, et dans des circonstances exceptionnelles, sur agrément, elle peut solliciter auprès de l'administration fiscale l'application d'un ratio qu'elle jugerait plus pertinent. Enfin, troisième étape, une fois qu'on a déterminé les revenus nets imposables au taux réduit, eh bien, on va déclarer ces revenus nets et les soumettre à une imposition égale à 10%, comme vous le rappelez tout à l'heure en préambule. Et ce résultat net, s'il est positif, eh bien, il sera déduit extra-comptablement sur le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal, le fameux tableau 2058A que les fiscalistes et les experts comptables connaissent bien, pour être soumis donc à un taux d'imposition préférentiel et être distingué des revenus imposables au taux de droit courant. Alors, qu'est-ce qui se passe si l'entreprise a par ailleurs précisément des déficits fiscaux
au taux normal, au taux de 28 ou 31% selon la situation dans laquelle elle se trouve. Et bien là, la loi de finances pour 2020 a permis à ces entreprises, ce que avait déjà admis par tolérance, mais contra legem l'administration fiscale, a permis que le revenu positif au titre de ce dispositif spécifique de l'article 238 du CGI puisse être imputé sur le déficit de l'exercice ou les déficits reportables antérieurs, en totalité ou en partie, mais attention, cette imputation ne peut se faire qu'à l'euro. En d'autres termes, les entreprises concernées auront un arbitrage à effectuer en quelque sorte en gain en trésorerie, c'est-à-dire l'absence de décaissement d'impôts sur les revenus nets imposables au taux préférentiel, s'ils sont imputés sur des déficits courants. Mais dans ces cas-là, on perdra le différentiel du déficit qui pourrait être reportable sur des bénéfices futurs au taux de 28 ou 31%. Donc on perd le différentiel d'impôt potentiel pour le futur. Donc ça, c'est une chose importante. Par contre, si on a un résultat net négatif au titre de ce dispositif spécifique de la patent box, eh bien ce résultat net négatif, bien entendu, il ne va pas pouvoir être imputé sur le bénéfice ordinaire taxé au taux de droit commun. Il y a une tunnelisation qui a été prévue par le législateur. En d'autres termes, les résultats nets négatifs afférents à un actif ou à une famille d'actifs ne peuvent s'imputer que sur les résultats nets positifs ultérieurs afférents à ces mêmes groupes d'actifs. Alors, François-Xavier, maintenant, quelques spécificités concernant les groupes intégrés, je crois. Merci beaucoup, Eric. Donc, en effet, nous vous avons présenté donc le mode de calcul de la patent box pour une société indépendante. En cas de groupe intégré, donc il faut bien différencier les groupes intégrés fiscalement des groupes non intégrés fiscalement pour lesquels effectivement le calcul sera envisagé par entité. Donc en cas de groupe intégré, l'intégralité des dépenses de recherche et des revenus seront consolidés au niveau de la société mère et le calcul de l'avantage fiscal sera calculé, donc il y aura un avantage fiscal qui sera calculé globalement pour le groupe. Donc le résultat net d'ensemble de cession, concession ou sous-concession sera déterminé par la société mère qui fera donc la somme algébrique des résultats nets déterminés par chaque société du groupe d'un actif éligible au régime spécial, pourront ainsi donc se compenser des résultats nets négatifs et positifs d'un même groupe d'actifs réalisés en propre par les sociétés en cause. Donc chaque société cédante, concédante ou sous-concédante devra déterminer son revenu net individuel, donc en faisant la différence donc entre les revenus de l'exercice et les dépenses de R&D de l'exercice. Une fois que les entités auront calculé le résultat net par entité, l'intégralité donc des dépenses et des revenus seront consolidés au niveau de la société mère. Si des dépenses de R&D réalisées par une société membre sont refacturées à la société membre du groupe qui perçoit les revenus, ces dépenses ne seront prises en compte qu'une seule fois pour la détermination du résultat net d'ensemble à hauteur du montant refacturé, marge comprise le cas échéant. Donc vraiment le principe est que l'intégralité de l'avantage fiscal sera calculée de manière consolidée au niveau de la société mère. Merci François-Xavier. Alors peut-être une synthèse de ce dispositif qui est quand même relativement complexe. Alors en effet, comme vous l'avez vu, ce dispositif implique une certaine complexité et donc nous allons vous présenter les grandes étapes pour savoir d'une part si vous avez un intérêt pour opter pour le dispositif et comment le faire le cas échéant. Donc effectivement, la première chose à identifier, c'est celle de savoir si votre entreprise a des dépenses de recherche sur le territoire français qui génèrent de l'API. Puisque comme vous l'a présenté Eric, effectivement, l'avantage fiscal se calcule en fonction des dépenses de recherche engagées sur le territoire français. Si vous faites du crédit d'impôt recherche, à titre d'exemple, c'est un bon indice et que vous avez effectivement des revenus de propriété intellectuelle. La deuxième étape est de voir si vous avez des revenus par actif, puisqu'effectivement, l'avantage fiscal va se calculer sur vos revenus de propriété intellectuelle. Donc, si vous n'avez pas de revenus de propriété intellectuelle, l'option pour le dispositif n'aura pas forcément d'intérêt pour vous. Donc, il va falloir identifier, une fois qu'on a identifié la recherche, les dépenses de recherche, les revenus qui pourront être éligibles au dispositif, et il va falloir être en
mesure d'identifier ces revenus par actif. Donc il y a souvent un écueil que l'on observe chez certains clients, c'est que les clients font une masse pas forcément très différenciée de leurs revenus de propriété intellectuelle, et il leur est compliqué d'individualiser les revenus qui vont pouvoir être concernés par le dispositif. Donc il va falloir pour l'entreprise, puisque le principe est d'opter par actif, être en mesure d'identifier quels sont les revenus éligibles au dispositif de manière individualisée. Effectivement, il va falloir également analyser l'organisation du groupe. Donc ça a un intérêt puisque si vous êtes dans un groupe fiscalement intégré, donc l'intégralité des dépenses et des revenus seront consolidés au niveau de la tête d'intégration. À l'inverse, si vous n'êtes pas dans un groupe intégré, il vous faudra calculer l'avantage fiscal par entité. Donc également, il va falloir être en mesure de revoir les projets de R&D puisqu'il va falloir lier, une fois que vous avez identifié vos revenus par actif, donc identifier vos actifs et que vous avez une individualisation suffisamment forte, si vous n'avez pas opté par famille d'actifs, mais si vous avez opté par famille d'actifs, le problème reste le même puisqu'il faut lier ces dépenses de recherche aux revenus par actif. Puisque, comme vous le présentez Eric, la première étape d'identification de l'avantage fiscal consistera à calculer votre revenu net éligible au dispositif. Et donc, pour calculer votre revenu net éligible au dispositif par actif, il va falloir identifier les revenus et y soustraire les dépenses de recherche qui sont liées à ces revenus. Donc, il faudra vraiment flécher vos travaux de R&D sur les revenus éligibles au dispositif. Donc, une fois qu'on a les dépenses de recherche qui sont suffisamment liées aux revenus du dispositif, nous allons pouvoir procéder au calcul du ratio Nexus. Donc, ce calcul du ratio Nexus, comme vous l'indiquez Eric, va vous permettre d'identifier dans votre revenu net la part du ratio, la part des revenus qui vont pouvoir être imposés à 10%, de la part des revenus qui sera imposée au taux normal, donc de droit commun, de 28 ou 33%. Donc qui est fonction des dépenses de recherche engagées sur le territoire français. Donc une fois qu'on a le ratio Nexus, on va pouvoir identifier quelle est la masse de revenus qui va pouvoir bénéficier du taux préférentiel. Donc on va calculer l'avantage fiscal et enfin procéder à la déclaration de l'alias fiscal, donc par le biais du formulaire 2467 et 2468. Et donc la déclaration est à effectuer en même temps que la déclaration de résultat. Donc c'est à joindre à l'alias fiscal dont l'échéance arrive aujourd'hui, donc pour les entreprises qui ont un exercice qui correspond avec l'année civile. Donc, une fois effectivement que vous avez procédé à toute cette procédure, est-il possible, Eric, de déposer une déclaration rectificative, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, on arrive effectivement à la date butoir pour déposer si on a un exercice qui correspond avec l'année civile? Alors, comme vous l'avez précisé, François-Xavier, effectivement, il faut opter en même temps que la déclaration de résultat par la production des imprimés idoines que vous avez évoqué, le 2467 pour les groupes de sociétés et le 2468 pour les entreprises classiques, si je puis dire, qui n'appartiennent pas à un groupe. Alors, le dispositif prévu à l'article 238 du Code général des impôts ne prévoit pas spécifiquement que l'absence d'option dans le délai imparti entraîne la déchéance de la faculté d'exercer l'option. En d'autres termes, est-ce qu'on peut faire comme en matière de crédit impôt recherche et considérer que la déclaration peut valoir une réclamation, peut être assimilée à une réclamation contentieuse et que si on a omis d'opter dans le délai, eh bien, on peut le faire ultérieurement, mais bien entendu, dans le cadre du délai de réclamation contentieuse. Nous pensons que oui, mais cela étant à titre de prudence, on recommande toutefois de déposer une déclaration d'option en annexe à la déclaration de résultat, quitte à rectifier celle-ci si on n'a pas tous les éléments nécessaires et suffisants au moment de ce dépôt, par le biais d'une déclaration rectificative. Et du reste, l'administration fiscale, dans sa doctrine, prévoit expressément cette possibilité. Alors, on rappelle tout de même, et c'est un point essentiel, vous l'avez souligné, François-Xavier, que l'option pour ce régime spécifique constitue une décision de gestion opposable à l'entreprise, et lorsqu'elle s'abstient de poursuivre cette option sur un actif ou une famille d'actifs, eh bien elle perd le bénéfice du régime pour le futur. C'est extrêmement important de le signaler. Vous concluez maintenant, François-Xavier, sur le sujet. Merci beaucoup Eric. Donc effectivement, Hemming
peut vous accompagner donc comme nous l'avons vu, c'est un dispositif assez complexe, et Hemming peut vous proposer un accompagnement tout au long de la procédure de calcul de l'avantage fiscal jusqu'à la déclaration, et éventuellement même peut vous seconder pour déposer une réclamation contentieuse, donc une déclaration rectificative. Donc pour cela, nous tenons à préciser, donc nous organisons avec Maître Quentin ce webinaire, que nous avons un partenariat avec le cabinet Hoche qui nous assiste pour effectuer la mission tout au long des différentes étapes. Donc effectivement, nous pouvons dans un premier temps vous accompagner pour l'identification des revenus éligibles. Donc comme nous l'avons dit plus tôt, ça peut être un point de complexité pour l'entreprise qui n'est pas forcément structuré pour répondre à l'individualisation nécessaire des revenus, et donc nous pouvons proposer un accompagnement à l'entreprise pour l'aider justement à identifier comment individualiser les revenus en se fondant sur des critères objectifs, puisque l'administration fiscale va demander à ce que nous n'appliquions le dispositif que sur les revenus effectivement éligibles et suffisamment individualisés. Donc, nous pouvons également vous assister sur le regroupement par famille d'actifs, puisqu'effectivement, si la société n'est pas suffisamment structurée pour individualiser les revenus, il va être possible de faire des regroupements par famille d'actifs et donc de faire masse des différents dépenses de recherche et des différents revenus. Il va falloir justifier ce regroupement, donc déjà justifier dans un premier temps de l'impossibilité d'identifier les revenus individuellement, et dans un deuxième temps justifier le regroupement par famille d'actifs. Donc comme Eric l'a précisé, ça doit faire partie de la documentation justificative, donc nous pouvons vous assister à ce niveau-là également. Nous pouvons également donc vous aider à identifier les dépenses éligibles pour le calcul du revenu net, donc les dépenses de recherche. Donc Hemming est un cabinet qui a une grande expérience du crédit d'impôt recherche, et donc là c'est très intéressant d'opter pour le crédit d'impôt recherche et pour ce dispositif, puisque si vous avez déclaré des dépenses de recherche, il sera beaucoup plus facile pour nous, mais pour vous également, d'identifier quelles dépenses de recherche sont liées à quel type de revenu, et donc de calculer l'avantage fiscal de manière plus simple et plus sécurisée, puisque dans la documentation justificative, il faut également décrire les opérations de recherche, et donc si la documentation justificative correspond pour le crédit d'impôt recherche et la même pour le dispositif de l'article 238 du Code général des impôts, c'est un élément de sécurisation en cas de contrôle fiscal. Nous pouvons également du coup vous assister pour le calcul du nexus, le calcul de l'avantage fiscal, et donc la rédaction de la documentation justificative, puisque comme l'a dit Eric, effectivement, cette documentation justificative est assez lourde, et des sanctions sont prévues en cas de contrôle fiscal. Donc nous pouvons vous assister sur ce point-là également. Merci beaucoup François-Xavier pour cette présentation, ainsi que Maître Quentin. Je vais donc passer aux questions. Alors j'ai une première question qui à mon avis est plutôt orientée pour Maître Quentin. Dites-moi si c'est bien vous qui pouvez y répondre. Que se passe-t-il lorsque les redevances couvrent des prestations éligibles au dispositif et également d'autres types de prestations comme la maintenance non éligible? Alors, je vais y répondre. Avant, je voulais juste revenir sur un point parce que nous avons effectué une présentation simplifiée, vous l'aurez compris, du dispositif, et notamment en ce qui concerne les revenus nets. Je ne vous ai pas parlé de la possibilité, de l'obligation de prendre non seulement les dépenses de l'année, mais également les dépenses antérieures dans certaines situations, puisqu'il y a un dispositif anti-abus de recapture de certaines dépenses antérieures lorsqu'on rentre pour la première fois dans le dispositif, hors l'année 2019, pour éviter un effet d'aubaine qui aurait consisté les années précédentes à déduire les charges du résultat imposable, et quand il n'y a plus de charges mais uniquement des produits, à taxer ces produits au taux de 10%. Donc j'insiste bien sur le fait que l'approche que nous avons retenue dans le cadre de ce webinaire est une approche simplifiée, parce qu'on n'a pas pu rentrer dans tous les détails. Alors concernant votre question Delphine, il y a trois situations possibles effectivement. Soit le contrat porte exclusivement sur des actifs incorporels éligibles au bénéfice du régime, et dans ce cas-là, pas de problème, la totalité des sommes pourront rentrer dans l'assiette du dispositif et dans le calcul de l'avantage fiscal qu'on a vu.
Soit, au contraire, le contrat porte à la fois sur des actifs incorporels éligibles, mais aussi sur des droits de propriété industrielle non éligibles, par exemple des marques, des dessins, des modèles, et aussi sur des prestations de services telles que l'assistance technique ou la maintenance. Et dans cette situation, il y a deux sous-situations. Soit le contrat permet de distinguer le prix qui est facturé pour chaque élément, chaque prestation. Et bien là, bien entendu, seule la fraction du prix correspondant aux actifs éligibles pourra rentrer dans le calcul de l'assiette du dispositif, sous réserve bien entendu que ce prix reflète bien la réalité des choses. Hein, c'est sous le contrôle de l'administration fiscale. Et puis dernière situation, et c'est la plus complexe, mais ce n'est pas la moins rare, ce n'est pas la plus rare plutôt, c'est lorsque le contrat porte sur l'ensemble d'éléments actifs incorporels qui rentrent dans le dispositif, ceux qui ne rentrent pas dans le dispositif et sur des prestations d'assistance technique qui en sont également exclus, mais qu'on n'a pas une ventilation du prix, mais un prix global pour l'ensemble. Et là, les choses sont évidemment plus complexes puisqu'il va appartenir à l'entreprise sous sa responsabilité, mais évidemment sous le contrôle de l'administration fiscale, de déterminer la fraction du prix qui correspond à la rémunération des actifs éligibles. Et bien entendu, dans ces cas-là, l'obligation documentaire va être essentielle pour permettre à l'entreprise de justifier de la rémunération en question qui rentre dans l'assiette du dispositif. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. C'est parfait. Il y a une question peut-être que je vais vous poser maintenant qui est relative aux différents actifs. Est-ce que vous pouvez redétailler les nouveaux actifs éligibles? Peut-être François-Xavier? Oui, bien sûr. Alors, ce que je vous propose, c'est même de nous remettre sur le slide sur lequel ils sont disponibles. De toute façon, Delphine, les slides seront à disposition par la suite des personnes qui ont suivi. Tout à fait. Très bien. Donc effectivement, les actifs donc visés par le dispositif, donc ce sont les brevets et procédés de fabrication industrielle, les certificats d'obtention végétale et les inventions dont la brevetabilité a été certifiée par l'INPI pour les PME, sachant que pour ces derniers, ce ne sont pas toutes les PME. Il y a un plafond de revenus de propriété intellectuelle. Donc ce sont les PME qui ont des revenus de propriété intellectuelle inférieurs à un certain montant. Et donc la nouveauté par rapport à l'ancien dispositif, ce sont effectivement les logiciels protégés par droit d'auteur. Nous, ce que je peux vous proposer, j'ai vu qu'il y avait une question également sur la définition des logiciels. Si vous pouviez l'avoir par écrit, ce que je vous propose, c'est qu'on l'indiquera sur le slide avant de le mettre à disposition, si Delphine, si ça te convient. C'est parfait. D'ailleurs, quand on parle d'actifs, j'ai une autre question qui est relative à... Attendez, 2 secondes, ça a bougé, je ne vois plus. Qui est relative à... Alors, quand vous dites par actif, c'est par exemple pour chaque logiciel. Quand on parle d'actifs, ça peut être par exemple pour chaque logiciel. Oui, bah c'est en fait par actif ou famille d'actifs homogènes, donc ça va dépendre de la nature des logiciels en question. Ça renvoie au point qu'énonçait François-Xavier tout à l'heure. On doit être en mesure de justifier de l'option normalement c'est une option par actif ou par famille d'actifs si ceux-ci sont homogènes. Donc évidemment, ça va dépendre de la nature des logiciels en question, parce que si c'est un même logiciel dans des versions successives ou autres, bah, ça va être un actif identique, si je puis dire. Merci Eric. J'ai une autre question. La part des brevets de produits vendus pourrait-elle rentrer dans le dispositif? Qui souhaite répondre à cette question? Alors la part des brevets, je suis pas sûr de la comprendre en fait. Alors moi non plus. Alors la part des brevets de produits vendus pourrait-elle rentrer dans le dispositif? Je suppose qu'on parle encore d'actifs. En fait, ça dépend si on parle de redevance de concession, j'imagine, non, ou de produits de cession. Partons sur les redevances. En fait, François-Xavier y a répondu tout à l'heure. Hein, c'est les redevances de concession ou de sous-concession d'exploitation de brevets qui sont concernés dans une telle hypothèse. Ok, impeccable. Formidable, merci pour cette réponse. Et ensuite, on a une dernière réponse. Quelles conséquences y a-t-il lorsqu'une société intégrée à un groupe fiscalement externalise des prestations à une entité liée mais non intégrée?
Peut-être que François-Xavier peut y répondre puisque c'est toi qui as traité ce sujet. Oui. Oui, alors effectivement, comme l'a précisé Eric tout à l'heure, dans le mode de calcul du ratio Nexus, on voit qu'au dénominateur viennent s'ajouter les dépenses sous-traitées auprès d'une entreprise liée. Donc, en effet, si c'est une société non intégrée fiscalement, mais qui fait partie, qui est une société liée, ça va avoir pour effet de réduire le ratio Nexus, et donc ce sera pénalisant pour l'entreprise. Une telle opération sera pénalisante pour l'avantage fiscal qui pourra être calculé, et du coup effectivement il pourra être opportun de revoir la convention d'intégration fiscale pour pallier à cette difficulté. Merci beaucoup. Et j'ai une autre question. Les dépenses de recherche et les revenus ne sont souvent pas constatés la même année. Jusqu'à quand doit-on remonter pour identifier les dépenses? Qui souhaite répondre à cette question? Alors, il y a deux réponses. Enfin, Eric, si vous voulez la prendre, peu importe. Non, allez-y, François-Xavier, je compléterai si vous... D'accord, très bien. Donc en fait, comme l'indiquait Eric tout à l'heure, le calcul se fait en deux temps. Donc il y a dans un premier temps le calcul du résultat net sur lequel va s'appliquer donc le taux de 10%. Et pour ce calcul du résultat net, on va prendre en compte, on va retrancher des revenus de propriété intellectuelle les dépenses de recherche de l'année et uniquement de l'année. En revanche, pour le calcul du ratio Nexus, on va pouvoir aller chercher, enfin, on va devoir même aller chercher les dépenses de recherche depuis, entre guillemets, l'origine, toutes les dépenses de recherche qui ont conduit à la mise au point de l'actif éligible au dispositif. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Eric? Non, c'est clair. Merci. Une dernière question. Bonjour. Alors, si le logiciel est développé sous forme de modules, doit-on considérer les modules séparément? Qui souhaite répondre à cette question? Alors, le fiscaliste que je suis botte un peu en touche. Ok. Je pense que c'est une question auquel on pourra répondre offline, si je puis dire, et on reviendra vers cette personne pour avoir plus de détails. Qu'en pensez-vous, messieurs? Tout à fait. Formidable. Bon, je crois que nous allons clôturer ce webinaire. Ce que je vous propose, c'est de récupérer la dernière slide où vous trouvez l'email d'Eming. François, formidable, François-Xavier, merci beaucoup. Et dans lequel donc nous vous remercions. Nous remercions Maître Quentin et François-Xavier pour la qualité de leur présentation, ainsi que l'ensemble des participants. Surtout prenez soin de vous et n'hésitez pas à nous poser les questions que vous souhaitez sur finance-innovation@eming.com. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir à tous.